Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège de nous entretenir avec Dr Moussa Dougouneh. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Sey. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème « Le droit des entreprises en difficulté face à la Covid-19 ». Mais avant cela, nous allons vous présenter en quelques mots. Vous êtes, comme on l'a dit, docteur en droit privé. Vous avez également une école, c'est-à-dire vous êtes promoteur d'une école supérieure qui s'appelle CDBA, le Centre du droit bancaire et des affaires. Vous avez été conférencier en droit américain à l'université François Rabelais de Tours en France. Vous avez été anciennement chef du département juridique chez Bolloré. Vous êtes également coach en anglais juridique. Vous êtes conseil, entre autres choses. Mais il faut souligner que vous avez écrit 3 ouvrages importants dans le domaine du droit, dont le premier en 2017, qui s'intitule « Manuel du droit des affaires en zone OHADA ». Le second ouvrage, en 2018, « Les origines du mal, l'échec de la démocratie et le trépas de l'état de droit ». Et le troisième ouvrage, à venir en janvier 2021, « Le manuel, le contentieux des procédures collectives en zone OHADA ». Je pense que c'est à peu près ça. C'est exact. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faut comprendre par, déjà, une entreprise? Ensuite, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le droit des entreprises? Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, enfin, par une entreprise en difficulté? Ok. Alors, la notion d'entreprise, c'est un concept induit qui a été mal défini ou pas du tout par le législateur et puis par la jurisprudence. Donc, mais quand même, il y a quelques explications qu'on peut donner pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Okay. Donc, une entreprise, c'est d'abord un projet économique qui est porté par un individu ou plusieurs individus qui décident de mettre des moyens financiers et matériels pour exploiter une activité afin de générer du profit. Bien, donc l'entreprise peut être une entreprise individuelle. Ce qu'on appelle généralement l'entreprise individuelle, c'est que le porteur du projet, son patrimoine personnel est confondu avec celui de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en cas de difficulté, on pourra saisir ses biens personnels et ceux de l'entreprise. Deuxième hypothèse, c'est que l'entreprise peut être créée sous la forme d'une société. Là, on a une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou personnes morales, qui sont porteurs d'un projet économique. Et dans ce cas-là, la petite différence qu'on peut citer tout de suite, c'est que les patrimoines respectifs de ces personnes-là ne se confondent pas avec le patrimoine de l'entreprise. Donc il y a une distinction entre patrimoine personnel et patrimoine de la société en fait. Donc voilà en gros ce que peut être une entreprise en fait. Donc c'est plutôt un projet économique, que ce soit un projet économique porté par une personne publique ou une personne privée en fait. D'accord. Et avant de continuer sur le reste de ces questions-là, oui. Justement, quand vous parlez de société, on a différentes formes de société, oui, avec des responsabilités limitées ou illimitées, oui, mais dans ces formes de société-là, on sait également qu'en fonction de la forme de la société, il peut y arriver qu'on puisse aller jusqu'à saisir les biens des actionnaires ou des associés. Maintenant, dans quel cas cela est-il possible et dans quel cas cela ne l'est-il pas? Alors, il y a 2 hypothèses. Soit vous avez créé la société sous la forme d'une société à responsabilité limitée. Généralement, c'est le cas dans les SA, dans les SARL, dans les SAS, société par action simplifiée. Donc, on choisit une forme, cette forme-là, parce qu'on veut limiter sa responsabilité aux apports, c'est-à-dire les investissements de départ que vous avez injectés, l'argent que vous avez injecté. Votre responsabilité sera limitée à cet investissement-là. C'est-à-dire que si jamais la société fait faillite, on va liquider les actifs de la société, mais vous ne serez pas
inquiéter outre mesure, sauf si vous êtes coupable de ce qu'on appelle confusion de patrimoine en tant que dirigeant, si vous piochez de temps en temps dans la caisse de la société et de temps en temps vous payez par exemple le loyer de la société avec votre chéquier personnel. Donc on considère que vous n'avez pas respecté la distinction des deux patrimoines en fait. Donc confusion de patrimoine, là on peut vous inquiéter dans ce cas-là, même si vous êtes dans la société à responsabilité limitée. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la société à responsabilité illimitée, où les associés sont tenus solidairement et indéfiniment du passif social. Mais en cas de faillite, par exemple, c'est les biens, les actifs de la société qu'on va liquider en premier. Ensuite, les associés seront inquiétés et voire on pourra éventuellement saisir leurs biens pour solder le passif. D'accord. Et toujours poursuivant et dans la même idée, à ce moment-là, qu'est-ce que donc une entreprise en difficulté et qu'est-ce que l'État, ou en tout cas le droit des entreprises en difficulté, mais vraiment de manière sommaire? Oui. Alors, une entreprise en difficulté, c'est une notion aussi qui est assez large. Ça veut dire que l'entreprise fait face à une situation qui pourrait la conduire à déposer le bilan, à fermer totalement en fait, hein, mettre la clé sur le paillasson. Bien. Donc il y a plusieurs situations. Vous avez la situation où les difficultés sont simplement avérées ou prévisibles. C'est-à-dire que vous savez que peut-être dans 2 mois ou dans 1 mois même, vous ne pourrez pas faire face à des échéances qui arrivent. Et là, on considère que vous connaissez des difficultés prévisibles ou avérées. Soit les difficultés, vous êtes en cessation de paiement, c'est-à-dire qu'actuellement, l'actif disponible dont vous disposez, avec les réserves de crédit, avec les délais que les éventuels créanciers peuvent vous accorder, avec tout ça, vous n'arrivez pas à faire face aux créances qui sont échues. Donc là, on considère que vous êtes en cessation de paiement. C'est aussi une sorte de difficulté. Soit vous êtes dans la phase vraiment ce qu'on appelle situation irrémédiablement compromise. C'est-à-dire que vous êtes non seulement en cessation de paiement, mais l'entreprise n'est plus viable en fait. Donc là, vous connaissez également des difficultés. Donc, pour faire face à ces différentes situations, le législateur a prévu, je dis législateur, mais il faut développer, a prévu certaines procédures justement pour aider les entreprises à se sortir de ces crises-là, en fait. Bien, bon... ça, normalement, c'est l'objet de la question après. Oui. Donc, juste peut-être sur ce premier point-là, si j'ai bien compris, on parle d'entreprises en difficulté, lorsque l'actif disponible est inférieur au passif exigible, en gros. Alors, ça correspond à une des difficultés possibles. En fait, voilà, c'est une situation, voilà, parce que la notion de difficulté, elle est un peu large aussi. C'est-à-dire que ça peut être des difficultés d'ordre des difficultés financières, ça peut être aussi des difficultés d'ordre juridique. Hein? Tout ça, c'est possible en fait. Donc, difficultés d'ordre économique, en fait. Donc, tout ça, c'est possible, en fait. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 degrés de difficulté. Soit elles sont simplement prévisibles ou avérées, ça veut dire que ce n'est pas très grave pour le moment. Soit vous êtes en cessation de paiement, ça veut dire que votre actif disponible, plus les réserves de crédit, ça c'est pour tenir compte de la nouvelle définition légale, plus les délais de paiement accordés par les créanciers, ne vous permettent pas à faire face au passif exigible. Donc là, on considère que vous êtes en cessation de paiement. Le troisième degré de difficulté, c'est que vous êtes dans une situation, ce qu'on appelle une situation irrémédiablement compromise. Ça veut dire que l'entreprise doit être liquidée parce qu'elle ne peut plus survivre, en fait. D'accord. Voilà. Et dans le cadre de notre zone, qui est l'OHADA, oui, et avec la Covid, qui est une urgence sanitaire, oui, on peut l'appeler comme ça, quels sont, déjà dans un premier temps, parce que je vous ai coupé dans le raisonnement, les différents types de procédures, vous les avez définis en grosso modo, mais si on pouvait les catégoriser peut-être en préventif effectivement, et en collectif, nous donner les différents types de procédures, brièvement, mais ensuite nous dire, dans le contexte actuel, comment faire face à la Covid-19, qui est une urgence sanitaire, mais qui peut, dans certains cas, être considéré comme une force majeure ou pas. Et nous expliquer pourquoi ça peut être considéré comme une force majeure, si jamais c'est le cas, et pourquoi ça ne peut pas l'être. Alors, avant l'arrivée de cette pandémie, la Covid-19,
Déjà, on avait prévu ce qu'on appelle quatre procédures distinctes en fait. Hein, quatre procédures distinctes qu'on peut catégoriser selon qu'elles sont soit préventives, soit curatives en fait. Donc les procédures préventives sont la conciliation et le règlement préventif. Donc elles ont pour but d'anticiper la cessation de paiement, comme on l'a défini tout à l'heure. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut encourager les entrepreneurs à se mettre sous la protection du tribunal en demandant l'ouverture d'une procédure de conciliation et en tentant de négocier avec les principaux créanciers. Donc, ces procédures sont vraiment destinées à éviter les cessations de paiement. Ensuite, de l'autre côté, vous avez les procédures, souvent qu'on qualifie de collectives, parce que ce ne sont pas des procédures préventives. Donc, souvent, on dit procédures collectives pour ces deux-là. Il s'agit du redressement judiciaire et de la liquidation des biens. Pardon. Bien, bon, la liquidation des biens, ce qui caractérise le redressement du judiciaire, c'est qu'il y a l'existence de la cessation de paiement. C'est-à-dire que l'entreprise connaît déjà la cessation de paiement. Donc, on ne peut plus demander l'ouverture des procédures préventives puisqu'elle est déjà en cessation de paiement. D'accord ? Donc, ensuite, il y a la situation qu'on appelle la liquidation des biens. C'est que l'entreprise est maintenant dans une situation irrémédiablement compromise en fait. Donc on ne peut plus demander les procédures préventives puisqu'elles ont pour but d'éviter la cessation de paiement. Et comme l'entreprise est déjà en cessation de paiement et en plus elle est en situation irrémédiablement compromise, donc on ne peut que liquider les biens en fait. D'accord. Donc si j'ai bien compris, la liquidation vraiment de manière schématique, c'est lorsque l'entreprise est dans une situation où il n'y a plus d'espoir, pour parler plus simplement, et on la vend pièce par pièce, si je peux m'exprimer ainsi. Le redressement judiciaire, ça c'est une procédure qui va permettre, comme son nom l'indique, d'essayer peut-être de redresser l'entreprise exactement. Et le règlement préventif. Ça, ce sont des procédures préventives. Ce sont des procédures préventives, mais qui elles aussi, qui elles interviennent plutôt a priori, contrairement aux autres procédures qui viennent a posteriori et qui font appel à une intervention peut-être judiciaire. Mais on sait que sous d'autres cieux, par exemple en droit français, comme vous avez fait votre doctorat là-bas, on sait qu'on a par exemple le mandat ad hoc, vous avez parlé aussi de la conciliation. On sait que dans les procédures collectives ou curatives, comme vous les avez appelées tout à l'heure, on a la sauvegarde aussi. C'est en droit français, effectivement. En droit français. Maintenant, est-ce que aussi ces concepts-là, même si on ne l'a pas dans notre droit OHADA, vous pouvez nous les expliquer brièvement? C'est-à-dire le mandat ad hoc, par exemple, en quoi ça consiste, et la sauvegarde, en quoi ça consiste. Ça peut peut-être aussi nous donner peut-être des pistes de réflexion, si jamais un jour il faudrait peut-être les prendre en compte, les intégrer ou pas. Bon, en fait, vous savez, tout à l'heure, comment dire, en droit OHADA, il y a une réforme récente qui a été faite, enfin relativement récente, en 2015, qui a vraiment tenu compte de ce qui se passe dans les autres, sous les autres cieux, c'est-à-dire en France, au Canada, ainsi de suite, même aux États-Unis. Bien, bon, la sauvegarde, par exemple, en droit français, c'est une procédure qui a beaucoup inspiré, qui a été inspirée, par exemple, du chapitre 11 en droit américain. C'est-à-dire que les Français se sont, à partir de 2005, ils ont essayé de voir un peu le chapter 11 en droit américain, qui est le chapitre de la réorganisation, qui permet à l'entreprise en difficulté de se placer sous la protection du tribunal pour pouvoir obtenir, faire valider un plan de remboursement de ses dettes et puis éventuellement une restructuration de ses actifs en fait. D'accord ? Bien. La liquidation des biens, par exemple en droit OHADA, qui correspond un peu à la liquidation judiciaire en droit français. Maintenant, s'agissant des procédures préventives à proprement parler, la sauvegarde et le mandat ad hoc se retrouvent un peu sont à rapprocher à la conciliation et à la procédure du règlement préventif. Donc, ce sont des procédures qui sont assez, comment dire, particulières parce que, par exemple, en conciliation, c'est une procédure très contractuelle
le débiteur négocie avec ses principaux créanciers. Et c'est une procédure qui est très rapide, qui doit durer maximum 3 mois, avec une possibilité de renouvellement d'1 mois, donc 4 mois. Et c'est une procédure qui est confidentielle. C'est-à-dire que ça vise à ne pas étaler les difficultés de l'entreprise au grand jour. Parce que pour éviter, par exemple, aux fournisseurs, il ne faut pas faire courir le bruit que ça ne va pas. Sinon, les fournisseurs, ils vont éviter de voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour revenir, par exemple, à la sauvegarde, qu'on peut rapprocher de la conciliation, c'est une procédure préventive aussi qui vise à éviter la cessation de paiement. Donc, elle est aussi caractérisée par cet aspect contractuel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de négociations. L'entreprise est placée sous la protection du tribunal. Il y a de la négociation avec les créanciers. Un plan de sauvegarde peut être adopté qui permet la restructuration à la fois des dettes et la restructuration de l'actif. Bien. Alors, mais ce qu'il faut citer, c'est les avancées actuelles qui ont été entreprises par le législateur français, parce qu'il a tenu compte de la pandémie de la Covid-19. D'accord? Alors, nous, notre acte uniforme qui a été adopté au niveau de la sous-région, dans le cadre de l'intégration juridique dans le WADA, depuis 2015, n'a pas fait l'objet de réforme. Ça n'a pas été réformé pour faire face, par exemple, à la pandémie de Covid-19. D'accord? Donc, c'est toujours le même texte qui s'applique. C'est toujours, par exemple, la jurisprudence continue à appliquer les textes de façon très simple. Or, en droit français, il y a une législation spéciale qui est intervenue en mars, je crois que c'est mars 2020, qui avait pour but de prendre en compte la situation actuelle, en fait, la conjoncture. Donc, finalement, cette sauvegarde, cette nouvelle loi vient, par exemple, accorder plus de liberté. Plus de liberté, c'est-à-dire que, par exemple, si un plan de sauvegarde a été adopté, qui devait durer, par exemple, 3 à 4 ans, la loi accorde la possibilité de le rallonger d'1 an ou 2 ans. C'est-à-dire qu'un délai supplémentaire a été accordé, en fait. D'accord? Et par rapport au délai d'action, il y a, par exemple, si une action pouvait être forclos, par exemple, une créancier qui était obligée de déclarer sa créance au bout d'un certain temps, la loi accorde un délai supplémentaire. D'accord? Donc, on a tenu compte de la Covid-19 pour augmenter un peu les délais. Oui, mais qu'est-ce qui sous-tend à cela? C'est-à-dire que quelle est l'explication juridique? Est-ce que la Covid-19, le fait que justement elle a été déclarée comme urgence sanitaire, a amené le législateur à considérer cette pandémie comme une sorte de cas de force majeure ou pas? Alors, cas de force majeure, bon, on peut l'assimiler, mais je n'ai pas lu encore le texte qui le qualifie de cas de force majeure. Mais c'est un cas, ça peut être assimilé à un cas de force majeure, mais on sait. C'est les conséquences qui importent. Les conséquences, c'est que la Covid-19 entraîne des conséquences économiques. Par exemple, les entreprises qui ont une structure financière assez faible ont du mal à survivre. En France, beaucoup d'entreprises, malgré le soutien de l'État, sont en train de fermer. Bon, ici chez nous, c'est encore plus grave puisque les entreprises ne sont pas soutenues. Enfin, je ne sais pas comment elles se débrouillent. Bon, on a vu des déclarations de l'ancien président qui avait promis un fonds de garantie de droit privé, je crois, un fonds de garantie pour le secteur privé à hauteur de 20 milliards, je crois. C'était pas 300 milliards. Bon, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Bon, c'était une excellente idée. Bon, je ne sais pas où c'en est. Est-ce que les entreprises en bénéficient? Non. Donc, le législateur français a tenu compte de cette situation exceptionnelle pour faire bouger son droit des entreprises en difficulté, en fait. Et si on revient un peu au Mali, et chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, bon, c'est un peu difficile parce que le procédure collective relève de l'OADA. C'est une matière qui relève de la compétence du législateur communautaire. D'accord?
Donc, est-ce que l'État malien peut prendre une disposition pour changer les règles du jeu? Non, ce n'est pas possible. D'accord? Donc, il faudra qu'il y ait une révision de l'acte uniforme, qui ne serait peut-être plus adapté aux réalités actuelles, en fait. D'accord? Pour moi, en fait, je pense que l'acte uniforme est mal adapté. C'est mal adapté parce que c'est toujours les mêmes délais, parce que la cessation de paiement est toujours appréciée de la même manière. Voilà. Donc, et surtout le moment où l'entreprise est en cessation de paiement. Par exemple, le cas de la France, on a dit qu'à partir du 12, les entreprises peuvent demander, du 12 mars, l'État avait décrété dans le texte, à partir du 12 mars, les entreprises peuvent demander, par exemple, l'ouverture d'une procédure préventive, même si plus tard, par exemple, elles demandent l'ouverture aujourd'hui, 12 mars, et puis le 15, on s'aperçoit qu'elles sont en cessation de paiement. Elles pourront toujours bénéficier de la procédure préventive. Oui, mais là, le risque, parce que on parle d'entrepreneurs, on parle d'entreprise, on parle de société, on parle d'intérêt économique, et on parle aussi parfois d'hommes d'affaires. Ça veut dire qu'on peut avoir des abus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne seront peut-être pas, même si ça me paraît très improbable, tout le monde est un peu touché par la Covid, mais il y a des secteurs d'activité, par exemple les ventes en ligne ou ce genre de choses, où ils ne sont pas touchés directement par ça, mais peuvent peut-être, dans le cadre justement d'un dispositif comme ça, essayer d'utiliser cette brèche-là. Est-ce que le plus simple, parce que vous dites, on peut réviser éventuellement peut-être un des actes uniformes, mais vous connaissez la procédure qui va avec, c'est-à-dire qu'il faut l'approbation des différents États, etc. Ça va prendre un certain temps. Est-ce que dans un premier temps, il n'est peut-être pas plus simple de qualifier simplement l'urgence sanitaire qu'est la Covid comme un cas de force majeure, et on sait que dans toutes nos législations, le cas de force majeure est déjà pris en compte? Alors, justement, l'approche française a consisté à qualifier l'urgence sanitaire, enfin, pas de force majeure, je ne l'ai pas lu, mais je pense que la démarche française qui a consisté à augmenter les délais, à permettre aux entreprises qui, à partir du 12 mars, demandaient l'ouverture d'une procédure préventive alors qu'elles pourraient bien évidemment être en cessation de paiement après, je pense qu'ils ont compris que effectivement c'était une situation de force majeure en fait. Bon. Au Mali, par exemple, vous avez parlé tout à l'heure de vente en ligne. C'est quelque chose qui n'est pas très développé. D'accord. Pas trop. Qui n'est pas trop développé. D'accord. Maintenant, est-ce que, en disant que la Covid-19 est un cas de force majeure, ça va changer quoi en fait? À votre avis, ça va changer quoi? À partir du moment où, parce que vous-même vous venez de le dire, en France, même si ça n'a pas été qualifié comme ça dans la pratique, c'est un peu cela qui se passe. Parce qu'une fois qu'il est qualifié de cas de force majeure, à ce moment-là, au niveau de la législation, et même au niveau des différents textes qui sont déjà en vigueur, le cas de force majeure est déjà pris en compte dans les différents contrats. Oui, mais chez eux, ils ont pris la notion d'urgence sanitaire. Oui, non, ça c'est chez eux. Mais je veux dire que ici, si on décide, parce que l'État peut très bien décider qu'il considère que la Covid au Mali est un cas de force majeure. Tout à fait. Parce que et ce serait un bon droit de le faire. Voilà. Parce que c'est vraiment... Et à partir de ce moment-là, une fois que chez nous c'est considéré comme un cas de force majeure, même si l'OADA est communautaire, au niveau de la souveraineté nationale et au niveau de l'application des textes au Mali, on sera obligé de considérer la Covid-19 comme un cas de force majeure. Et à ce moment-là, au niveau des entreprises, la gestion, ça c'est un avis, la gestion sera peut-être plus facile parce que lorsque tu viens présenter un bilan et que tu dis que tu es confronté à un cas de force majeure, et lorsque tu viens présenter un bilan en disant que tu es confronté à des difficultés économiques ou autres, par exemple quand vous prenez l'article 6, il me semble, de l'acte uniforme sur l'apurement du passif, ce n'est plus tout à fait le même contexte et ça ne sera pas tout à fait le même traitement, on est d'accord? Alors, je ne vous suis pas très bien,
Pour la simple raison que, pour moi, en fait, ce qu'il faut savoir, que ce soit qualifié de force majeure ou pas, pour le moment, dès lors que l'entreprise éprouve une difficulté, elle a la possibilité, c'est ce qu'il faut que les chefs d'entreprise retiennent, en fait. Donc, en attendant, parce que faire modifier le texte au niveau communautaire, c'est très difficile, mais on sait quand même que le législateur communautaire a laissé une certaine marge de manœuvre aussi aux juges pour apprécier les situations. Donc, ce qui fait que dès lors que l'entreprise connaît une difficulté, qu'elle soit avérée ou prévisible, elle pourra demander une procédure de conciliation ou de règlement préventif. D'accord. Maintenant, dès lors qu'elle est en cessation de paiement, et ça, c'est un état qui sera apprécié par le juge, parce que c'est des éléments qui sont à l'appui de par exemple, de la demande d'ouverture lorsque le débiteur est la personne qui a initié, par exemple, l'ouverture du redressement judiciaire. D'accord. Il se peut aussi que le débiteur ait été assigné par un créancier. D'accord. Donc, dans ce cas-là, ce n'est plus lui qui est à l'initiative, mais c'est le créancier. Donc, c'est au créancier de prouver l'état de cessation de paiement pour pouvoir demander l'ouverture du redressement judiciaire. Bien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que cette qualification de force majeure, moi, je ne vois pas, à moins que le législateur malien, par exemple, l'Assemblée nationale, vote un texte ou le CNT, ou le CNT en l'espèce. Oui, pour le CNT, bien, ok, mais je pense qu'ils sont bien occupés. Bien, alors, je dis donc, je ne vois pas comment on pourrait faire, à part au niveau des juridictions, en fait. Donc, c'est au juge, maintenant, peut-être d'apprécier de façon plus ou moins souple et d'accorder l'ouverture de ces procédures-là qui vont permettre à restructurer l'entreprise. Et d'ailleurs, ce que moi j'aurais conseillé par exemple à un chef d'entreprise qui est en situation actuellement de difficulté, si l'entreprise n'est pas réellement en cessation de paiement, ce n'est pas la peine de tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire il vaut mieux leur conseiller les procédures préventives où les négociations se font avec les créanciers les plus importants, par exemple dans la conciliation, où on garde la confidentialité pour ne pas ébruiter, parce que la Covid-19, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir pour le moment. Bon, donc si on ébrute alors que l'entreprise n'est pas véritablement en situation irrémédiable, ça pourrait faire fuir certains fournisseurs ou autres en fait. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le chef d'entreprise a tout intérêt à se placer sous la protection du tribunal en demandant l'ouverture de l'une des 4 procédures qui existent en droit OHADA. Donc que la situation soit qualifiée comme on avait dit déjà, de force majeure ou non, peu importe, dès lors que l'état de difficulté existe, il y a toutes les chances que le tribunal accorde l'ouverture de la procédure collective. D'accord. Oui. Sans nous appesantir sur ce point-là, comme il nous reste plus que 5 minutes. Oui. Parce que comme vous l'avez dit vous-même, il y a 2 côtés. Il y a le créancier et il y a le débiteur. Exact. Et vous avez parlé d'entente. On sait qu'on a justement ce qu'on appelle le concordat préventif et le concordat de redressement judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, un peu aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est qu'un concordat et quelle est la différence entre le concordat préventif et le concordat de redressement judiciaire? Alors, déjà, il faut retenir 2 choses. C'est-à-dire que quand on parle de concordat préventif, c'est qu'on est dans une procédure préventive. C'est-à-dire que l'entreprise ne connaît pas pour le moment de cessation de paiement. Elle n'est pas en cessation de paiement. Ça veut dire que peut-être qu'elle connaît des difficultés financières sérieuses. Donc là, on peut envisager l'ouverture d'un règlement préventif. Et c'est dans le règlement préventif que l'entreprise va négocier avec ses créanciers des délais de paiement. D'accord. Certains créanciers peuvent aussi accorder ce qu'on appelle des abandons de créances. Qui ne peut pas excéder 3 ans, c'est ça? Des délais de paiement qui ne peuvent pas excéder 3 ans, en fait. Voilà. Donc, ensuite, lorsqu'on parle de concordat de redressement, c'est qu'on est dans une procédure de redressement judiciaire. Ce qui suppose que l'entreprise est déjà en cessation de paiement. Donc, les difficultés ont augmenté en grade, en fait, si vous voulez. Donc, elle est déjà en cessation de paiement. Alors, ce qui caractérise généralement les concordats dans les procédures préventives, c'est que c'est le degré de contractualité.
C'est-à-dire que ce sont des procédures qui sont très contractuelles, d'accord, qui sont où il y a beaucoup de négociations avec les créanciers, où on cherche, où le tribunal s'implique moins dans la procédure. À la rigueur, ce que le tribunal peut faire, c'est au niveau, à la fin de la procédure, l'homologation. Par exemple, les créanciers et les débiteurs se mettent d'accord sur un concordat, le tribunal vient homologue. Ou non. Ou pas. Ou pas, si les conditions sont remplies. Donc ça, c'est vraiment une explication facile pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a d'autres distinctions techniques, en fait. Dans le redressement judiciaire, nous sommes en cessation de paiement. L'entreprise est sous la protection du tribunal, soit parce que le débiteur l'a demandé, soit parce qu'un créancier l'a assigné, en fait. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi un créancier va assigner l'entreprise en redressement judiciaire? C'est simple, s'il n'arrive pas à recouvrer sa créance, pour lui, il va assigner le débiteur en redressement judiciaire pour dire qu'il est en cessation de paiement. Donc, il faut voir si éventuellement on ne peut même pas le liquider. D'accord? Donc, le redressement judiciaire. Donc là, dans le redressement judiciaire, vous avez une forte participation du juge. Il y a de la négociation avec les créanciers. Les juges peuvent imposer des délais lorsque le délai ne dépasse pas, par exemple, 2 ans. Et si les créanciers refusent, le juge peut l'imposer. D'accord? Et les juges peuvent aussi refuser lorsque, par exemple, les délais sont plus longs. Enfin, on impose un délai de 3 ans aux salariés, par exemple. Le juge va dire non, impossible. Pour les salariés, le maximum, c'est un délai d'1 an, en fait. D'accord? Donc, on a une forte implication de la juridiction. Les bailleurs aussi, je pense, non? Bon, le bailleur, ça fait partie, il fait partie des créanciers. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des créanciers. Voilà. Tout ça, ce sont des créanciers. Vous avez différentes sortes de créanciers. Vous avez des créanciers chirographaires. C'est ceux qui n'ont pas de sûreté. Et vous avez des créanciers, soit hypothécaires, soit créanciers gagistes, ainsi de suite. Donc, ce sont des créanciers qui ont... voilà, ainsi de suite. Voilà. D'accord. Bon, pour juste un peu résumer comme l'émission, et ça va assez vite. Oui. Donc, de manière simple, le concordat, en plus, au-delà de tout ce que vous avez dit, c'est une entente, un accord qui sera établi entre le créancier ou le débiteur et ses créanciers, éventuellement avec ou sans une intervention, par exemple, du tribunal. Exactement. D'accord. Maintenant, si vous, aujourd'hui, vous deviez conseiller quelque chose aux autorités au niveau national, c'est-à-dire dans le cadre de notre souveraineté nationale et des prérogatives que nous avons pour changer ou améliorer nos lois, qu'est-ce que vous conseillerez? Et si vous avez un conseil pour l'OHADA au niveau communautaire, qu'est-ce que vous conseillerez? Mais vraiment juste en 1 ou 2 petits points. Et juste après, si vous avez une citation ou une maxime qui vous marque, que vous a marqué, et puis après, on va conclure. Vous allez faire un vœu pour le Mali et pour les Maliens. D'accord. Alors, pour les autorités, je ne sais pas quoi leur dire, à part, il faut... Ministre de la Justice... Bon, est-ce que c'est les bonnes autorités, les ministres de la Justice et autres? Non, parce que l'Assemblée... moi, je pense que surtout que... vu la situation actuelle, l'urgence sanitaire, je pense que les entreprises maliennes ont besoin de soutien. C'est de soutien financier, notamment, puisque la plupart des structures qui existent, ils ont une structuration financière assez faible, en fait. D'exonération fiscale, peut-être aussi. Des exonérations fiscales, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité, donc je ne peux pas vous dire. Mais ça peut être, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça peut être quelque chose d'intéressant, peut-être, ou peut-être comment on appelle, des incitations à la création d'emplois, par exemple. Ça, c'est possible. L'État peut encourager les entreprises à embaucher, à former les jeunes. Et peut aussi aider pour la création d'entreprises davantage. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, parce que j'ai vu les gens de la pêche qui faisaient des formations avec des jeunes. Ensuite, on leur mettait un petit capital à disposition. Donc tout ça, c'est bon, mais je pense que au niveau communautaire, pour le moment, ce qui pourrait être envisagé, c'est la réforme de l'acte uniforme, le revoir. Pour peut-être l'adapter à la situation actuelle, parce que la Covid-19, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, en fait. Donc on ne sait pas pour le moment. Donc ça, c'est un vœu. On pourrait peut-être
éventuellement réviser le texte. Hein, c'est pas facile, mais c'est souhaitable. Donc, de le réviser pour l'adapter à la situation actuelle et éventuellement prévoir d'autres procédures plus simples. Oui. Excusez-moi de vous couper, même si vous êtes dans la conclusion. C'est juste ces deux points-là. Est-ce que le risque, et j'ai envie de dire que cela se fasse, est-ce que le risque, ce n'est pas que avant qu'on ait fini cette révision-là, la Covid est complètement disparue? Même si la loi dispose pour l'avenir, ça pourra toujours servir. Hein. Mais est-ce que le temps de réviser le texte, peut-être qu'on n'aura plus de Covid-19. Donc est-ce qu'il ne faudra peut-être pas envisager ça sous un angle plus large que la Covid-19, qui inclut la Covid-19, pour justement que la loi dispose pour l'avenir? Oui, nous sommes parfaitement d'accord sur ce point-là. C'est-à-dire que mon intervention consistait à dire qu'il faut faire évoluer le texte pour tenir compte éventuellement, par exemple, des situations qu'on pourrait qualifier de force majeure, en fait. De situations de force majeure. Le texte, en état actuel, il est pas mal, mais il ne correspond pas à ce que pourraient souhaiter les entreprises actuellement, en fait. Et un vœu, enfin? Un vœu, j'espère que la Covid-19 va partir très rapidement. Aussi rapidement qu'elle est venue. Hein. Et j'espère aussi que les chefs d'entreprise qui écoutent ça ont compris que c'est pas la peine de se cacher dans son bureau, de taire ses difficultés. Il faut oser aller devant le tribunal, demander. Si vous savez que pour le moment vous n'êtes pas dans une situation catastrophique, demandez la protection du tribunal. C'est tout à fait possible. Et c'est même mieux que de rester et puis attendre la faillite. Hein. Donc, c'est le conseil que je donnerais. Ok. Et une citation? Une citation Bon, de toute manière, quand vous faites un vœu, c'est aussi un peu une citation. On va peut-être conclure simplement sur ça, parce qu'il y a énormément il y a beaucoup de choses. C'est une matière qui est très complexe. Mais c'était très instructif. Moi, je pense que pour les détails, il faudrait peut-être attendre la sortie du livre. Exactement. Voilà, pour pouvoir en reparler. De toute manière, on mettra les différents liens. Comme ça, les gens pourront voir un peu ce que vous avez fait. Voilà. Et on vous remercie une fois de plus pour avoir été aujourd'hui ici avec nous. Donc nous allons donner rendez-vous à nos téléspectateurs dimanche prochain à la même heure et donc sur la même chaîne. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous.